Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 janvier 2023. Je vais commencer la vidéo de ce soir en vous exhibant, sous vos yeux éberlués, un billet de 5 $, qui va être en quelque sorte le fil rouge de cette vidéo. Ce billet de 5 $ a encore cours légal, donc si jamais vous avez l'occasion d'en trouver un, examinez-le de près. Je vais vous le montrer. Et peut-être certains d'entre vous auront reconnu Sir Wilfrid Laurier, qui a été l'un des premiers premiers ministres du Canada. Et je m'approche pour vous montrer le billet en question. Alors, on y reconnaît une scène de hockey se déroulant dans un cadre bucolique, glace naturelle et arbres enneigés. Et maintenant, je vais vous parler de ce livre et je vais revenir sur ce billet de 5 $. Alors, le livre en question, c'est celui-ci. Ça fait plusieurs jours que je vous promets de vous en parler. Québec à l'été 1950, de Lida Moser, photographe, et Roch Carrier. Ah, peut-être. Est-ce qu'on s'approche de la piste du 5 $? Peut-être. Lida Moser, très importante photographe, née en 1920, décédée en 2014, photographe américaine. Et on dit d'elle qu'elle est la pionnière du photojournalisme. Et dépêchée par le magazine Vogue pour faire un documentaire sur le Canada, elle s'est arrêtée au Québec et pendant 2 mois, elle a parcouru en compagnie du folkloriste historien Luc Lacourcière et de Monseigneur Félix-Antoine Savard, auteur de Menot, maître draveur, et qui était également, en quelque sorte, un folkloriste. Un auteur, en fait, 2 auteurs qui ont apporté beaucoup à l'histoire du Québec et à la transmission des contes oraux, évidemment, on va s'en dire. Alors, pendant 2 mois, il a sillonné le Québec en compagnie de ces 2 érudits et elle en a rapporté probablement un des plus beaux livres de photos faits sur le Québec. Et le Québec des années 50, nous sommes de 1950. Nous en avons sans doute un peu la nostalgie. C'était avant la télévision. La télévision était sur le point de faire son apparition. Apparition qui était pour balayer le mode de vie des Canadiens français. C'est-à-dire le désir de se rassembler autour de conteurs, de violonneux, non pas de violonistes. Ce désir-là commence à disparaître. Les pionniers de la télévision, qui étaient issus de la culture classique, le théâtre, le journalisme, la poésie, la littérature, ont pendant un temps, en tout cas, offert à la télévision, moi je pense, ses meilleurs moments, avant que la télévision s'auto-engendre elle-même. C'est-à-dire qu'elle crée des enfants de la télévision. Mais ces artistes issus du théâtre, issus d'un modèle plus traditionnel, ont insufflé une poésie qu'à mon sens, nous ne retrouvons plus. Et on pourrait dire, pendant peut-être 15 ans, la télévision a quand même, pendant un certain temps, le balayage n'est pas survenu immédiatement,
Mais pendant un certain temps, elle a été entre deux mondes. Le monde ancien, le monde d'avant 1950. Je dirais jusqu'aux alentours de 1965 à peu près. Et elle pouvait jouer son rôle de rassembleuse. Maintenant, son rôle de rassembleur, oui, peut-être qu'il y a des grandes messes comme celle du bye-bye, tradition qui a lieu déjà depuis sans doute plus de 50 ans, sans doute, je n'ai pas compté. Personnellement, le dernier bye-bye que j'ai regardé, ça doit être peut-être 1988. Alors ça vous donne un peu l'idée. Mais personnellement, je n'écoute plus du tout la télévision. Et ça inclut la télévision québécoise. Et je n'écoute plus la radio non plus. Alors plus ça va, plus j'ai l'impression de m'éloigner des médias de masse. Et peut-être même mes petites vidéos en sont la cause. Car quand on crée quelque chose, on finit par avoir plus de plaisir à être un acteur, même si mes moyens sont parfaitement dérisoires. Un handicam, je dépose l'appareil, j'ouvre le truc, je prépare ou non ce que je vais vous dire. La plupart du temps, c'est une longue improvisation. Et de temps à autre, par contre, je vérifie que je ne dis pas n'importe quoi, comme par exemple Lila Moser, elle est née en 1920. Et Roch Carrier, lui, est né en 1937, le 13 mai 1937. Et Roch Carrier est toujours parmi nous. Alors, ça raconte quoi? Eh bien, Roch Carrier, il va de ses souvenirs personnels. Il a grandi dans un village. Il a connu ce monde d'avant la télévision. Alors, il est à la fois homme du livre. Il a un goût très prononcé pour les livres. Mais cependant, il est attiré par le savoir de ces hommes qu'il dit frustres, qui, eux, n'ont jamais ouvert de livre de leur vie. Et ça aussi, la culture orale du Québec n'était pas sans qualité. La parole donnée signifiait quelque chose. Le X de l'analphabète au bas d'un contrat dûment notarié faisait foi. Alors ces gens-là se sentaient redevables de leur X, car aujourd'hui, des contrats sont faits pour être déchirés. Ils sont faits par des gens qui maîtrisent une langue juridique complexe et même pleine de pièges, et où entre eux les clauses proposées sont au mieux ambiguës, au pire sujet à interprétation, tandis que la bonne foi de l'analphabète, lui, il était certain qu'il engageait sa parole tout entière au bas d'un contrat. Alors ces hommes, cependant, n'étaient pas dénués d'intelligence, bien au contraire. Ils avaient un sens de l'observation, une mémoire extrêmement développée, une attention à autrui, et comme je le mentionnais dans la vidéo d'avant-hier, ils étaient conscients de ne pas devoir ennuyer. Dans un village, oui, sans doute, il y avait des tempéraments plus ombrageux, des taiseux, mais également d'autres, plus bavards, plus rigolos et plus poétiques. Et les uns et les autres pouvaient se rassembler et reconnaître aux uns et aux autres des qualités qui pouvaient manquer aux uns et aux autres. Ils n'avaient pas confié le soin de la parole à des spécialistes en communication ou humoristes, c'est-à-dire des professionnels millionnaires de la blague, ce qui est tout à fait différent que d'avoir de l'humour au présent, dans sa vie privée et dans la vie en général. Les professionnels de l'humour ont fait peut-être de telle sorte que l'humour aurait disparu. Le bon vieil humour
parfois un peu graveleux, auraient peut-être disparu de nos vies. Se sont accaparés, en fait, j'aurais envie de dire, du terreau humoristique et goguenard dans lequel le Québec s'émeut pendant très longtemps. Alors, c'est un livre, c'est un témoignage du monde ancien, d'un monde qui n'existe plus. Et je me demande parfois si nous n'avons pas, quelque part, en nos consciences, la nostalgie de ce monde disparu, de ce monde justement d'avant la télévision. Moi, personnellement, j'aurais aimé vivre en 1950. Il y avait du confort, il y avait de l'eau chaude, l'électricité venait d'apparaître, en tout cas venait dans les grands centres urbains, l'électricité y était, mais les rues n'étaient pas encombrées par les voitures. Dans certains endroits, il y avait encore des calèches ou des tramways qui passaient à un rythme régulier. Et en général, il n'y avait pas encombrement, il n'y avait pas surpopulation. Les événements culturels étaient beaucoup plus rares, mais attendus, désirés, souhaités. Aujourd'hui, nous ne parvenons plus, la demande est telle qu'en fait, on se demande s'il n'y a pas plus d'écrivains que de lecteurs, s'il n'y a pas plus d'acteurs que de spectateurs. On se demande même, à la limite, si on pourra, ne serait-ce qu'avoir accès qu'à une toute petite partie de toute la production cinématographique. En fait, nous surnageons dans un univers de surproduction. Je ne désapprouve pas ça d'un certain côté, parce que je pense que les gens, c'est une nécessité impérieuse que de créer quelque chose. Et je pense que c'est une nécessité presque organique chez le genre humain. Mais tout de même, alors, il faudrait quand même que les créateurs, les artistes en prennent bonne note. C'est possible également que ce désir de création, de plus en plus fort, je pense, finisse par faire que leur création propre trouve moins d'écho, trouve moins d'intérêt, trouve moins de preneurs, qu'un déficit de ce côté-là est peut-être à envisager. Alors oui, Roch Carrier nous narre dans ce récit ponctué de photographies en noir et blanc d'une extrême qualité. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais je crains fort que ça ne donne pas grand-chose à l'écran. Alors, un mot sur Roch Carrier, lui donc né en 1937. Il a été connu entre autres pour la trilogie de l'âge sombre, une pièce de théâtre qui a connu beaucoup de succès, La guerre, Yes Sir, et beaucoup de livres pour enfants. C'est un pionnier dans le genre, dont un très célèbre, et on s'approche du billet de 5$, Le chandail de hockey, traduit en anglais par The Hockey Sweater, paru en 1979, vendu à 300 000 exemplaires, et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon amoureux du Canadien de Montréal et qui commande par un catalogue, le catalogue Eaton, un chandail du Canadien, mais qui reçoit par mégarde celui des grands rivaux du Canadien, c'est-à-dire le chandail de Toronto, les Maple Leafs de Toronto, les ennemis héréditaires de l'équipe montréalaise. Et on aura compris que sa déconvenue, elle est extrêmement grande. On dit que ce conte pour enfants, au fond, témoigne de ce qu'était à l'époque, de ce qu'était le Canada à l'époque des deux solitudes. Le drame existentiel des descendants français et des descendants anglophones. Hugh McLuhan a écrit un livre en son temps, en 1950, je pense, de Two Solitudes, les deux solitudes, qui raconte, qui narre dans le détail
cette impossibilité des deux communautés, d'une certaine manière, à cohabiter. Aujourd'hui, le Canada n'est plus maintenant un pays de deux solitudes, mais bien une multitude de solitudes. Alors, les deux solitudes, ça ne s'est pas amélioré, mais ça s'est dilué dans une masse, dans une multitude de solitudes. Et le billet de 5 $, eh bien, c'est une citation de Roch Carrier tirée du chandail de hockey. C'est une citation. Alors, bon, c'est pas le Petit Prince sur les anciens les billets français, ça n'est pas non plus ni Montaigne ni Pascal. Était-ce Montaigne? Mais Pascal, assurément, oui. Montesquieu aussi. Bon. Et ben, c'est une toute petite citation qu'on n'arrive pas à lire parce que c'est écrit trop petit. Pour la petite histoire aussi, Roch Carrier nous avait offert, lors de notre salon de l'année 2008, qui était le 20e anniversaire de notre confrérie, si je ne m'abuse, nous avait offert un texte dont le titre est « Mes œuvres complètes ou l'art d'acheter un livre ancien » et que nous proposions à la vente ou que nous offrions dans une édition courante et une édition un peu plus luxueuse. Et c'était les profits de la vente de ce livre étaient remis à un organisme caritatif pour l'alphabétisation des adultes, si je me souviens. Alors, Roch Carrier, qui avait été donc le porte-parole de notre salon, le salon de la librairie ancienne du Québec, à Montréal, nous avait été un parrain, un porte-parole tout à fait généreux, un homme d'une exquise courtoisie et d'une extrême affabilité. Pour ma part, j'ai été étonné de voir aussi à quel point il était aimé, connu et respecté par les membres de notre confrérie, les membres d'expression anglaise. Quant aux Québécois d'expression française, peut-être les idées politiques de M. Carrier nous plaisaient moins, disons. Car Roch Carrier est un fédéraliste extrêmement sincère, ce qui, dans le monde de la littérature, des années 60, 70, 80, 90, jusqu'à tout récemment, des écrivains, des auteurs fédéralistes d'expression française, il n'y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, ben, j'en connais pas, mais de l'autre côté non plus, je connais assez peu d'écrivains actuels qui font foi de leur conviction indépendantiste. Ce qui n'est pas le cas des essayistes, cependant, qui nombreux renouvellent la soldatesque intellectuelle indépendantiste. Cependant, du côté des écrivains, des poètes, on n'entend pas ce... En tout cas, moi, je ne l'entends pas. Peut-être n'ai-je pas l'oreille assez fine, mais on n'entend pas cet appel au pays, du moins. Peut-être que l'air du temps ne s'y prête pas, ou peut-être que les écrivains, les poètes ont mieux à faire que de remuer des cendres encore chaudes, mais qui ne semblent pas prêts, selon moi, à s'embraser à nouveau. Qui sait, peut-être que je me trompe. Et cet ouvrage, Mes œuvres complètes ou l'art d'acheter un livre ancien, ça relatait les aventures, les tribulations d'un bibliophile qui cherchait à mettre la main sur les œuvres complètes de Xavier Demestre, l'auteur du Voyage autour de ma chambre. Et la dite brochure avait été traduite par Shelia Fishman, bien connue dans le monde de la traduction, une Canadienne anglaise,
qui s'est spécialisée en littérature québécoise et qui est la traductrice, entre autres, de Marie-Claire Blais, Hubert Aquin, Michel Tremblay, Suzanne Jacob, Anne Hébert et Jacques Poulain, entre autres pour ne nommer que. Alors, je vous montre le livre en question que je vous ai montré déjà. Je vous le remontre et je vous lirai pas de passage. Elle a été absolument ravie de son expédition québécoise, Lida Moser. Elle a été ravie et c'est franchement... Alors, je vais vous montrer un de ses personnages. Vous voyez, lorsque l'on partait en voyage, il s'agissait de... Il s'apprêtait à prendre le train. On se met sur son 36. Les chemins de croix que l'on pouvait retrouver tout au long des routes. Ici, c'est à Baie-Saint-Paul. Tenez encore. C'est beau, hein? Ça fait rêver, on imagine le silence. C'est le silence, moi, je pense, qui nous manque le plus. Comment créer des zones de silence? Et aussi, au cours de ce voyage, elle a rencontré des personnalités importantes du monde des arts. Je vais vous montrer quelques-unes des photos. Gratien Gélina, l'auteur de Ticoc. Wilfrid Pelletier, le célèbre musicien. Celui Paul Gouin. Paul Gouin qui a accompagné Lida Moser. Paul Gouin qui a été ministre et une fois à la retraite, il s'est mis à collectionner, à assembler des objets anciens, des objets folkloriques. Palardy, Jean Palardy, qui est un autre de nos plus éminents, j'allais dire folkloristes, mais c'est pas exactement le bon terme dans le cas de Palardy. Il a écrit une somme, une monographie, Les meubles anciens du Canada, qui est une véritable référence pour tous les amateurs d'antiquités. En particulier les antiquités datant du régime français. Ah, ici une photo d'Alfred Pellan, Stanley Cosgrove, Montréalais. Puis là, je vais vous montrer en fait encore 3 autres, je vais conclure là-dessus. Ici, le poète Alain Grandbois. Ici, Hugh MacLennan, justement. Et
et Robert Choquette, Suite marine, n'est-ce pas? L'auteur de Suite marine. Alors voilà. Alors maintenant, vous savez qu'il fut un temps dans ce pays de multitudes de solitudes. Eh bien, les écrivains, les poètes, les auteurs, on pouvait retrouver sur un billet de banque une citation. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.